Fac. De retour. De retour Exact. après 2 semaines. Exact. 2 semaines qu'on n'a pas sorti l'épisode. Dans la coupole de l'Oratoire Saint-Joseph. Ouais, c'est ça. En direct de C'est ça la lumière qui vient du plafond. OK. des cieux. Ouais. Non, on dira pas on est où, mais on est dans on est dans notre petit studio. On va dire Area ça comme ça. 51. C'est ça. Fait que là, on a 2 épisodes à sortir. Le premier épisode qu'on présente là avec Dave Parent, Ouais, entraîneur-chef des Titans du Cégep Limoilou. exact. C'est ça. En collégial division 1. Ouais. Épisode qu'on avait enregistré au début du mois de décembre environ. Ouais. Fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. Un gars qu'on connaissait pas, un épisode qu'on a fait parce que, à force de tourner avec des gars de la région de Montréal, on s'est dit que il fallait essayer de tourner avec des gens un peu plus de l'extérieur. Puis là, la meilleure manière de le faire quand on était en zone rouge, c'était par Zoom. Exact. Ce qui explique cela. Dave Parent, fondateur du programme de football de Cégep de Limoilou, lui est là depuis le début. Tu sais. Un peu comme Tony Adeluca à Grasset. Il a pris le programme à partir de la division 3 puis l'a remonté jusqu'en division 1. Fait que ça, on parle de ça en long et en large. De quoi d'autre qu'on a parlé sinon, Pierre? À ce moment-là, c'était le premier, puis encore, je pense aussi à ce jour, là, c'était le premier coach collégial à qui on parlait depuis le début de la période de recrutement. Ouais, c'est vrai. Tout l'aspect de recrutement par Zoom, Exact. qui est assez particulier, là, que Exact. les autres, ils vivent exact. en ce moment. On l'a puis vécu dans l'épisode aussi. Exact. Ouais, c'est vrai aussi. Ça se verra pas, mais oui, c'est ça. Non, exact. Sinon, je pense ça, c'est ça. On peut dire aussi, on était supposé de sortir ça plus tôt. On les avait gardés justement, finalement, en backup au cas où que, comme c'est arrivé, confinement, couvre-feu, Yes. etc., House arrest. c'est plutôt dur de recevoir du monde et de... c'est vraiment ça. C'est ça qu'on se dit, ouais. C'est dur d'inviter du monde puis que ça soit safe. C'est ça fait la que on en profite pour sortir ça aujourd'hui. Ça reste quand même bon. C'est un épisode par Zoom, mais ça reste quand même 100% pertinent. Là. Moi, j'ai découvert ce gars-là. C'est une affaire qui m'avait marqué, puis c'est ça qu'on s'était dit après, c'est à quel point le support de ta direction est fondamental dans des cas comme ça. Puis c'est ce qu'il y a eu pour créer ce programme-là, en fait. Tu penses ça? Ouais, à propos de Dave Parent, ouais. Sinon, j'allais faire le même blabla que d'habitude. Fais le même blabla que d'habitude. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait, les amis, en commentaire public, en commentaire privé. Shout out ton équipe dans les commentaires. Il y a une personne qui a commencé à le faire, à part un certain Olivier M. qui a commencé à le faire. Shout out à cette personne-là, son nom m'échappe en ce moment. Là. Mais on te voit, on vous voit. Abonnez-vous à nos chaînes, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Music, Google Podcast, peu importe où tu nous écoutes, abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup. Spécialement sur YouTube, si tu peux prendre le temps d'aller faire cela. Si tu peux t'investir un petit peu plus et nous supporter un peu plus, on a un Patreon aussi, sur lequel on a 2 forfaits, 2 petits forfaits, un Looney, un 2 Toonie. Un Toonie plutôt, pas 2 Toonie, parce que sinon c'est 4$. Un forfait à 1$ où tu peux nous supporter, un forfait à 2$ où tu peux avoir les épisodes en avance. Sinon, qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai fait ça. C'est pas mal ça. Ça a l'air de rien, là, les petits gestes comme ça en ligne, de laisser des commentaires, s'abonner. Moi, quand j'écoutais les podcasts, c'était tout le temps... à toutes les fois que j'entendais ça, j'étais comme « Ok, ouais, c'est beau, là, arrête de m'achaler » mais ça reste que, pour de vrai, ça fait toute la différence. Surtout pour nous, en ce moment, on est encore au début, parce qu'on s'en va... on a des plans. Exact. C'est ça. Fait que bon épisode tout le monde. Bon podcast. Merci d'avoir accepté de participer à ça avec nous. On avait plein de questions pour toi sur ton parcours, mais personnellement, les deux, on se demandait, là, parce que tu es le premier coach collégial à qui on parle depuis que le recrutement est ouvert, la période de recrutement est ouverte officiellement. On se demandait comment qu'un coach au niveau collégial se prépare à vivre un recrutement 100% en ligne, si on peut dire. Là, en quoi ça a changé, puis comment tu t'es préparé pour ça durant l'automne, sachant que ça allait arriver, puis ça allait être ça, le recrutement cette année?
Ben, honnêtement, c'était maintes réflexions. Parce qu'il faut que je vous dise que les 456 étudiants athlètes qui ont porté l'uniforme de Limoilou, ils ont été recrutés tous de la même manière depuis 12 ans. Ça veut dire qu'avant toute chose, on est humain, fait qu'on sait qu'on peut faire des erreurs. Fait que moi, mon but, c'était d'aller présenter le programme, surtout pour les écoles du bassin, parce qu'on a quand même 12 programmes de football dans une circonférence de 10 km du cégep Limoilou. Donc, j'allais présenter le programme à mes 12 écoles. Puis par la suite, les gars qu'on avait visés par le recrutement, j'ai gardé. Je leur demandais s'ils étaient intéressés. Oui. Par la suite, je suis allé dans 456 foyers dans toute la province de Québec. Donc, je prenais mon auto, je m'en allais les visiter, demander le programme. Et par la suite, ça a toujours été la même chose. Le premier samedi de décembre, ceux que je recrute avec leurs parents venaient à Limoilou. Où est-ce qu'on faisait les portes ouvertes du sport-études? Parce qu'à Limoilou, on est la seule école qui a un sport-études où est-ce que tout se passe entre 8h et 18h, saison ou hors saison. Fait que on se pense toujours comme, tu sais, quand on rentre là-dedans, les jeunes pensent qu'ils ont hâte, mais quand j'appelle ça Wall Street, quand Wall Street part, avec le son du gong du lundi 16 novembre, ils se rendent compte que c'est peut-être pas évident. Fait que nous, on a toujours fonctionné de la même manière, puis l'affaire qui est le fun, c'est que maintenant, après 13 ans, les responsables des sports ou ceux qui ont déjà travaillé dans d'autres, ou les responsables de foot, savent de la manière comment que nous, on travaille. Fait qu'on on a une certaine crédibilité. C'est très rare qu'on va à l'extérieur, étant donné que je priorise le bassin de Québec. Puis quand j'ai pris Limoilou, pour moi, c'est très important. Je veux dire, pour nous, chez nous, c'est une affaire de famille. J'étais avec mon frère depuis toujours pour monter le programme. J'étais avec Jean Chabot depuis 17 ans. Fait que nous autres, on est loyal. Fait que si on est loyal, ben, je suis loyal envers mon bassin aussi. Et le monde le savent. Puis quand je sors à l'extérieur, le monde le savent aussi que c'est très rare que je vais aller voir quelqu'un. Puis si je vais aller voir quelqu'un, c'est pour à court et moyen terme parce que je n'irai pas chercher quelqu'un de l'extérieur pour développer. Je vais chercher quelqu'un de l'extérieur pour aider mon programme parce que dans le bassin, je n'ai pas ce genre d'athlète-là ou ce genre de profil d'athlète-là. Pour revenir à ta question, est-ce que c'est. Ça m'a pris de maintes et maintes réflexions. Je ne vous le cacherai pas. Parce que pour moi, c'est un changement drastique. On est bon parce qu'on dit que c'est notre propre famille. C'est un cliché. Mais nous autres, c'est vrai. Je veux dire, tu arrives chez nous, et c'est comme ça que ça se véhicule. C'est de même que c'est vécu aussi par tous nos kids qui rentrent chez nous. Mais là, de le faire en visio, ça peut être bien intéressant, mais tu n'as pas le contact humain. Tu es comme en arrière. Tu ne sais pas si la personne qui te parle est en bobette présentement. Fait que là, tu es toujours en. Pour moi, c'est important. Quand je m'en allais là, j'avais beaucoup d'indicatifs par rapport aux kids qui s'en venaient chez nous. Je créais un lien de confiance. Le lien de confiance va être là pareil encore. Et par chance que j'ai une certaine crédibilité à ce niveau-là. J'ai toujours dit à mes jeunes qu'ils allaient toujours rentrer par la même porte puis allaient sortir par le même code de porte. Ben là, je fais la petite joke depuis le début du recrutement que la porte a rapetissé parce que là, on est en écran visioconférence. On a tout rechangé pour refaire la visite virtuelle comme qu'on faisait avec les parents. On s'est tout réinventé. Je pense qu'il y a du bon là-dedans, mais à l'inverse, j'ai hâte que le côté humain revienne parce que j'ai rien contre les réseaux sociaux. Ça nous permet de faire ça aujourd'hui puis d'être capable d'avancer puis de pouvoir donner de l'information, mais à l'inverse, on travaille avec des gens. Fait que même si la société évolue, pour moi, c'est le contact humain. Pour moi, je suis un passionné des jeunes, je suis passionné du dépassement de soi. C'est pas avec un ordinateur qu'on le fait, ça. C'est avec des jeunes, c'est avec des parents, puis c'est un ensemble. Fait que, est-ce que c'est difficile? Oui. L'affaire que j'ai trouvé le plus difficile, c'est pas donner la chance à tous de porter l'uniforme de Limoilou cette année. C'est ça que je trouve vraiment difficile. Puis en tant qu'organisation, je suis allé de l'avant. J'ai affiché mes couleurs rapidement que si les 2 premières journées, je ne réussissais pas à te rejoindre, cette année, Limoilou, c'est de la manière comment on fonctionne. Fait que j'ai besoin de 28 joueurs. Si on est 22 en 28, je vais vivre avec ça. Je vais rajouter ça à mes 42 joueurs, puis on va être 64 cette année. On est un sport-études de 70. Mais à ce moment-là, si on est à être 58, je vais être 58. Mais au moins, j'ai été fair avec les jeunes parce qu'ils ont assez mangé de claques à la gueule. Là.
Puis pour moi, au niveau société, je l'ai adapté au niveau de la société. J'ai dit, qu'est-ce que moi, j'aimerais pas ça me faire si j'étais sur le bord. J'aimais mieux dire, ben va voir d'autres options. De cette manière-là, je pense que c'est pas le cadeau que je faisais, mais c'est nous, Limoilou. On est authentique, on est vrai, puis c'est dans la voie qu'on est allé. Est-ce que c'est apprécié? Oui. On réussit à faire ce qu'on faisait auparavant, mais comme je te dis, c'est par rapport à un écran. Mais est-ce que c'était pensé vraiment? Est-ce que ça m'a fait peur vraiment? Parce que c'est notre gang pipe, c'est la manière comment je fonctionne, puis je voulais pas tout changer parce que moi, l'important pour moi, c'est l'héritage du programme. On ne vit pas dans le passé, on est au présent, mais j'ai eu la chance de partir un programme. On a franchi toutes les étapes assez rapidement. Puis pour nous, c'est l'héritage. Puis j'ai autant de respect pour mon premier que mon 456e. Fait que les gars qui rentrent, pour nous autres, c'est l'affaire la plus importante. Puis les meilleurs recruteurs, pas nécessairement à moi, là, c'est quand ils posent des questions à des jeunes. Puis vous savez très bien, là, vous avez passé par là, c'est quand on tombe, là, j'appelle ça Wall Street, mais la personne la plus importante, c'est de voir, c'est la personne à qui tu as le plus confiance. Souvent, c'est ton coach au secondaire, c'est ton responsable au niveau football. Donc, à ce moment-là, ils savent que Limoilou, ça fonctionne comme ça. C'est Dave Parent qui recrute à Limoilou, même si j'ai du monde incroyable autour de moi, mais c'est un téléphone arabe. J'ai pas personne qui quitte mon programme parce que je sais ce que je leur ai dit. Fait que, par écran, ça peut être difficile parce que vous le savez. Quand tu es face à face, tu n'as pas le choix d'être attentif. Par écran, ils ont tous les meilleurs trucs du monde. Ils cachent le sel en arrière, ils game en arrière, ils regardent la NFL en arrière. Ils sont distraits. Oui, mais sauf que je regarde depuis le début, c'est en rapetissant notre présentation, en y allant de manière optimale, on se rend compte qu'en 30-45 minutes, on est capable de passer le message du programme, s'aider de la pandémie pour aller de l'avant. Mais je pense qu'il faut être réaliste. Là, puis on a assez de déception. Puis on l'a vécu, nous autres, pandémie, de se préparer une équipe. Donc, comparativement aux autres sports présentement, je pense qu'on est vraiment d'aguet puis on sait qu'on était prêt pour notre premier match. On a été prêt pour le deuxième, mais on sait qu'on peut être prêt et on est capable de se réinventer, même si présentement, on n'a pas le droit aux salles de conditionnement physique. On est capable de faire plein de choses parce qu'on a les capacités pour le faire puis on a l'équipe d'entraîneurs pour le faire. Fait que c'est qu'est-ce qu'on dit présentement, puis on y va, puis comme on l'a toujours été, là, on est authentique, puis on dit notre façon de penser, mais c'est un peu la difficulté que vous m'avez parlé au niveau recrutement. Je pense que tout le monde l'a vécu, mais je pense que nous, c'était réfléchi, on l'a adapté. Mais on souhaite pour un an. On souhaite que l'an prochain, on retrouve le côté humain, que pour nous, c'est l'affaire la plus importante de notre programme. Ouais. On souhaite que tu puisses même idéalement rencontrer les gars peut-être même avant le mois de mars, là, quand il va arriver la date limite pour choisir les cégeps. Inquiète-toi pas, ça, avec le fameux décret de 250 personnes là, que vous avez vu là, on a dit on a pu s'imaginer une autre chose que rencontre informative. Mais il ne faut pas aller, il faut respecter les non, c'est lois, ça. Puis, ça ne sert à rien de défier là, présentement. Là, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Puis, jusqu'à temps qu'un de tes proches meure. Mon père, moi, il est immunosupprimé, il travaille avec nous autres. Je pense que ça nous a aidé à passer au travers, que je touche du bois, mais pendant toute cette période-là, on a réussi à garder une certaine bulle. On n'est pas chanceux à Québec, on n'est pas comme les remparts. On n'a pas eu 1 million pour faire notre bulle. Non, c'est ça. Mais comme je t'ai dit, on est allé avec justement là, les choses de tous les jours. Puis je pense que les gars ont compris. Puis, honnêtement, on dit souvent que c'est ces jeunes-là, ils ne comprennent pas, puis qu'ils ne sont pas comme dans le temps, mais qui viennent faire un tour, puis qui voient ce qu'ils vivent présentement. Puis, honnêtement, moi, je leur lève mon chapeau à tous les jours parce que je ne me vois pas à cet âge-là. On parlait tantôt du séminaire de Québec. Je ne me vois pas à cet âge-là dans mon train de vie, qu'est-ce que je faisais. Avoir une pandémie, je ne suis pas sûr que je serais aujourd'hui en train de parler. Pas certain. Ouais, non, c'est ça. Pas certain. En parlant de recrutement, justement, normalement, avec les années, avec les saisons qui passent, on a un roulement de personnel à différentes positions. Toi, en vue de la prochaine saison, dans le fond, qu'est-ce que tu recherches? Nous, on cherche des personnes, là, la philosophie a toujours été la même. Je m'informe. C'est sûr qu'on y va à l'inverse de la philosophie. C'est comme athlète que j'ai vu le jeune. Par la suite, je vais chercher l'information. C'est comment il est à l'école pour pouvoir bien l'encadrer. On est un sport-études, mais on a un encadrement personnalisé.
qui veut dire que le jeune, peu importe comment il va arriver chez nous avec son dossier scolaire, on veut s'assurer qu'il soit en secondaire 5, qu'on ne s'imagine pas un beau bateau parce que vous connaissez des histoires d'horreur. Fait que nous autres, on ne communique pas avec le jeune. C'est vraiment tout le temps avec le responsable qu'on communique. Puis là, on va chercher l'information. Parfait. Par la suite, je m'en vais au niveau personnel. Le kid, tu sais, demeure quoi? C'est quoi sa situation familiale? C'est pour faire la meilleure chimie possible. Je crois qu'au foot, oui, il te faut du talent, mais il te faut une certaine chimie. Il faut une potion magique qui fait que ça pogne. Puis pour nous autres, c'est l'affaire la plus importante. Donc, quand on fait notre recrutement, c'est à longue haleine, c'est toujours un plan triennal. C'est là qu'on commence à fixer, qu'on prend l'information, puis on s'assure qu'à ce moment-là, on ait le bon mélange pour avoir notre bon tiers. Mais souvent, selon le profil académique, c'est l'affaire qui m'inquiète le plus, c'est que présentement, les jeunes, depuis 1 an, c'est pas mal plus difficile à l'école, même si on donne l'encadrement. Qui veut dire que là, on a toujours été un tiers. Excepté v'là 3 ans, où est-ce qu'on a disseté pour la première fois du programme, de resetter un peu le programme, d'aller vraiment avec d'autres profils, puis d'aller de l'avant par la suite, parce que la D1, on s'est rendu compte, mais pas parce qu'on était cave, mais c'est un profil athlétique différent à certaines positions qu'il fallait absolument matcher, qu'on était capable d'aller faire. Mais pour ça, il fallait juste changer notre cycle, parce que je ne crois pas au cycle que tu es bon aux 3 ans. Et je pense qu'on a la preuve vivante qu'on est capable de le faire, mais on est tombé à terre un peu quand on a décidé de resetter parce qu'il fallait vraiment y aller de manière stratégique au niveau athlétique. Donc, pour ça, pour nous, c'est personne étudiant athlète. Fait que de cette manière-là, comme le kid qui vient chez nous à cause du foot et non pas à cause de l'école, souvent, quand ils choisissent, à ce moment-là, quand ils quittent, ils comprennent la logique que ça va les aider au niveau de la société, au niveau personnel. Ils ont passé leur diplôme, parce que chez nous, c'est 92 % des cours qui ont été passés en 13 ans. Peu importe le profil qu'on a, je ne vais pas juste recruter des Einstein qui ont 80 % je vous le confirme. Mais on est capable de leur donner les outils pour qu'ils puissent réussir. Et à l'inverse, ben, on est la deuxième école, même si on a fait 6 ans qui n'était pas en D1, on est la deuxième école qui a placé le plus de gars au niveau universitaire. Ça, c'est quelque chose qu'on est fiers. Puis, à l'inverse, cette année, on a placé 9 gars présentement. Fait que si tu me nommes une école qui a placé 9 gars au niveau universitaire, ben, dis-moi-le. Mais comme je te dis, la fierté qui est là, c'est je ne cours pas pour placer mes gars à l'université. Ils font leur job. Mais mes gars sont prêts. Puis, peu importe, puis je leur dis souvent, c'est D3, D2 ou D1, ça a peu d'importance. Je le sais, je l'ai vécu. J'ai eu, oui, c'est sûr qu'en D1, tu as une meilleure visibilité. Il y a des bons joueurs partout. C'est juste de choisir le bon fit pour toi. Là. Fait que quand tu regardes l'ensemble un peu, la stratégie un peu au niveau recrutement, ben, c'est un peu ça qu'on fait. C'est un travail à longue haleine parce que nous, on choisit précisément. J'ai besoin de 21, j'en recrute 21. Je ne vais pas large. Ceux qui le font, ils ont le droit. Puis je ne juge pas par rapport à ça, mais nous, c'est vraiment le nombre strict qu'on veut avoir. C'est le programme qu'on met d'avant-plan, non pas la place. Maintenant, tu viens, me fous de où est-ce que tu viens, on te donne les mêmes outils que le meilleur joueur gagne. Donc, à tous les jours, c'est un changement. C'est pour ça que souvent, nous autres, on est hey, il sort de où ce gars-là, il sort de où? Mais nous, on le voit progresser. Puis même si on est rendu en saison, à la game numéro 7, ça se peut très bien que le jeune, vu que son background n'était pas élevé, que son mode de progression, il va. Puis parfait, ça nous donne des cartes dans nos manches. On est reconnu par rapport à ça parce qu'on en sort toujours une de temps en temps quand le gars est prêt. Mais à cause du coffre à outils qu'on offre, ben, on est capable d'être prêt. C'est ça, je pense, qui intéresse beaucoup le monde universitaire parce que comme les gars vont là, ben, les gars sont douettes, ils savent, ils ne sont pas tous déboussolés par rapport à une structure universitaire parce qu'on donne une structure universitaire au niveau collégial. Est-ce que tu as l'impression que le recrutement cette année est un peu plus à l'aveugle? C'est-à-dire que les joueurs que tout le monde connaît, c'est souvent les joueurs qui ont joué en secondaire 4, qui ont eu du temps de jeu, qui se sont fait voir, mais le classique joueur là, qui se développe peut-être un peu plus sur le tard, qui se développe à sa dernière année, que beaucoup d'équipes contacteraient dans un contexte où il y aurait une saison. Là, vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que vous faites avec ces gars-là? Est-ce que vous parlez plus aux responsables dans les écoles? Est-ce que vous prenez des chances avec des gars? C'est de là qu'on est content d'avoir eu la philosophie du bassin. C'est des kids qu'on voit grandir.
Fait que pour nous autres, on a cette chance-là. C'est pas, puis je pense à d'autres écoles présentement qui n'ont pas cette chance-là. Là, je vous parle par rapport à moi, mais c'est sûr qu'à l'aveugle, comme tu dis, même moi, là, dans notre giron, il y a des bonnes équipes. Je suis pas un gars, il y a beaucoup de bonnes équipes, que ce soit D3, D2 ou D1, qui ont fait jouer beaucoup de secondaire 5 l'année dernière. Qui n'a pas joué beaucoup il n'a pas joué beaucoup l'année passée, il a joué un petit peu. Pas eu de camp de printemps. Le kid n'a pas pu prendre confiance à ce niveau-là. Et là, tu tombes en D1. Nous autres, je leur dis, je n'ai pas peur de leur dire, puis le step est énorme pour ces kids-là, même si c'est un bon joueur en D1. Il n'y a pas beaucoup de gars de son R4 qui dominent, supposons, en juvénile Division 1. Même quand ces gars-là montent au collégial Division 1, très rare qu'il va être dominant dès ses premiers pas. Là, je veux dire, sa maturité physique, là, c'est 20 ans versus un 16 ans. Là. Il va être éventuellement bon, mais le kid qui n'a pas eu de temps de jeu non plus, là, présentement, on ne peut pas lui donner plus de temps de jeu présentement au niveau des entraînements. Et comme vous savez très bien, vous avez joué à la game, il n'y a rien comme un match pour apprendre. Oui, tu te développes en pratique, mais il faut de la compétition. La compétition, des fois, tu vois comment que le jeune se tire d'affaire versus l'adversité. Et souvent, quand tu es chumé, tu es équipe, même si les esprits s'échauffent, ça reste que ça finit. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Pour moi, l'écart est énorme. C'est pour ça que les équipes, présentement, je ne joue aucunement, mais ils vont y aller at large. J'espère qu'ils vont le dire aux jeunes de venir at large. Mais pour nous autres, il faut garder le même principe que j'ai expliqué au début, c'est on y va direct, puis à ce moment-là, on va y aller direct. Est-ce qu'on va se tromper? Peut-être. Est-ce qu'on laisse tomber des kids? Je le sais déjà. Dans ma liste de 28, là, quand je regarde ceux qu'on avait les autres, là, il y avait ce profil-là. Et là, j'étais là, je dis, mais je ne peux pas aller plus loin parce que si je le fais, je vais perdre le lien de confiance, qui est la chose qui est plus long à construire. La confiance est facilement, c'est dur à construire, c'est facile à perdre. Fait qu'un mauvais move, nous autres, ça change toute la game parce qu'à Québec, c'est féroce, mais respectueux. Fait que, il y a des changements qui se font autour de nous autres, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on devient encore plus pesant dans la balance parce qu'on a toujours été les mêmes avec la même philosophie. Non. Ouais. Ah, c'est pas facile. Là. C'est ça, on se met à votre place. Là. C'est essayer de construire un plan quand il n'y a pas de précédent, puis espérer que tu as le bon, puis ultimement, ça se peut que ça soit juste pour cette année. Là. C'est beaucoup d'efforts sur peut-être un plan qui ne resservira jamais ou que tu n'auras même pas la chance d'améliorer. Là. Mais, oui, mais tu sais, c'est d'être honnête avec le jeune. Quand on parle de plan de football, il faut leur dire, c'est mon devoir de leur dire que ça va être peut-être difficile, mais on est capable de te faire progresser, COVID ou pas. Mais il faut que tu saches, par exemple, ça va être dur, man, parce que tu n'as pas mis le pied sur le terrain cette année. Puis ça va être plus difficile parce que certaines écoles, oui, ont eu des activités football. Nous, on était all set. Jusqu'au 2 octobre, on était du 13 mars au 2 octobre, on était actifs. Mais ce pas toutes les écoles au niveau secondaire, malheureusement, qui avaient les outils pour faire ça. Donc, le jeune est pénalisé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, tandis que les autres continuent à progresser. Il faut que le jeune le sache. Nous, on donne leur juste. En donnant leur juste, c'est pas ça que le jeune veut entendre. Il faut juste faire attention. Il faut que les jeunes, un kid de 16 ans restera un kid de 16 ans. On peut leur dire ce qu'ils veulent pour venir chez nous, mais ils ne viendront pas pour les bonnes raisons. On va bien mieux leur dire que c'est quoi qui va arriver. Puis de cette manière-là, je pense qu'on ne perdra pas au change. Est-ce qu'on va en perdre un ou deux de cette manière-là? Peut-être. Mais au bout de la ligne, c'est un mode d'éducation. Puis le recrutement, cette année, je pense que ça rentre dans l'éducation. Parce qu'on vit toutes la même chose, on est tous dans le même panier. C'est juste d'être honnête envers eux autres. Ils méritent qu'on soit honnête quand tout ce qu'on leur dit présentement, il y a toujours des zones grises. Donc, nous, on a décidé d'y aller de cette manière-là, mais on a toujours été de cette manière-là. Est-ce que ça va me nuire? Est-ce que ça va nous nuire en tant que programme? Je ne penserais pas. Parce qu'on a une crédibilité, mais si, supposons, je me retourne là 13 ans puis vive la pandémie, ou est-ce que la crédibilité, on l'avait à cause qu'on l'avait faite avant? Au niveau secondaire, mais on n'avait pas rien au niveau collégial. Je ne te dis pas que j'aurais changé mon fusil d'épaule, mais peut-être que je ne serais plus la bonne personne à la tête du programme. À ce moment-là, parce que je n'aurais pas été capable de changer la philosophie de départ du programme. J'aime mieux pas retourner en arrière, parce que c'est sûr que je vais continuer, c'est sûr que mon programme, on l'aime, puis jusqu'à temps qu'il me garde, on va rester là. Je vous confirme. À quelle position
tu perds plus de vétérans que d'autres? C'est les receveurs de passe. On avait un groupe très spécial en receveurs de passe. Là. On avait 5 gars qui terminent, même si on est en rotation. Les 5 gars, il y en a 4 qui vont continuer l'universitaire, puis le 5e, il a arrêté à l'université, c'est sûr. Il a décidé de prendre une autre voie au niveau là, de l'éducation. Mais oui, au niveau receveur de passe, on est à rebâtir un peu. Mais tu sais, rebâtir avec des skills, c'est pas mal plus facile qu'avec des gros bonhommes. Donc, on a une solide O-line. Name of the game, ça restera ses lignes. On a une solide ligne. On a un great carrière. C'est Pierre-Luc Michaud. Va être à sa 3e année. Pierre-Luc va être un des meilleurs de la province, assurément. Fait que, pour un receveur de passe, c'est le fun de savoir que la balle va se rendre. Il va faire des choses, puis il va être protégé pour que la balle se rende. On a encore des bons porteurs de ballon, on a encore un bon running game. Fait que je suis pas. Puis on a des bons receveurs, des jeunes kids qui étaient en arrière. Puis là, on repêche, c'est sûr qu'on a de la place. On peut recruter la crème de la crème. Là. Fait que pour la crème de la crème qui sont le plus prêts à jouer, ben c'est sûr que là, c'est une belle fenêtre de possibilités chez nous. Là. C'est vraiment receveur de passe qu'on s'est attaqué cette année. Là. Puis est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont parlé peut-être qui t'ont démontré qu'ils étaient peut-être stressés ou de par le fait qu'ils n'ont pas joué, là, d'aller jouer en Division 1, peut-être plus que les autres années, là, hey, j'ai-tu le talent? Est-ce que je suis prêt? Le fameux est-ce que je suis prêt? Là. Est-ce que ça, ils t'en parlent? Oui, surtout des joueurs de petite stature. Ouais. Des gars hyper explosifs ou ces gars-là qui se posent présentement des questions. Au niveau maturité physique, ça veut dire qu'il y a quand même une maturité au niveau intellectuel parce que ça ne le cachera pas. Ils sont conscients, Ils sont conscients. Fait que, oui, c'est la première année que je vois. Ben, non, parce qu'à ces années, il y en a quand même qui se posent la question. Mais cette année, un petit peu plus, venant de la bouche des responsables des sports ou des responsables du programme de football, qui me disent hey Dave, lui, il n'est pas certain. Là, tu fais, mais voyons, non, c'est un des tops. C'est un des tops présentement. Puis là, il m'explique pourquoi. Là, tu comprends le pourquoi, parce que le kid est angoissé déjà d'entrée de jeu. L'anxiété dans le piton, puis là, avec la pandémie, mais là, tu fais fois 1000. Fait que, ces kids-là, c'est justement, c'est trouver le repère, une bonne bout de sauvetage. Oui, mais quand on leur parle, tu vois qu'ils peuvent ils vont avoir confiance. Puis ces gars-là, si on leur parle, c'est parce qu'on sait qu'ils peuvent avoir, là, à court, moyen ou long terme, qu'ils peuvent avoir succès. Tu ne recrutes pas un gars juste parce que pour faire plaisir au programme à côté, tu perds ton nom. Donc, on recrute un gars parce qu'on voit qu'à court, moyen ou long terme, il peut vraiment donner un coup de main au programme. Les seuls qui savent réellement que c'est quoi cette qualité-là en ce moment, c'est les joueurs du point de vue joueur, puis vous, les coachs. Là, mais des fois, on se met à votre place, puis on essaie de penser à quand ça doit être. C'est beaucoup. Il y en a qui pensent que il n'y a pas eu de foot. Principalement ceux qui sont peut-être à l'extérieur de ce monde-là, qu'il n'y a pas eu de foot, il n'y a pas eu de saison, il n'y a pas eu de sport. Il y a des écoles, les responsables de sport, ils faisaient quoi durant l'automne? Mais d'après moi, c'était encore plus de travail que s'il y avait eu du foot normal quasiment. Ben, moi, je pense que de toute façon, on s'est réinventé. Moi, je pense que c'est ceux qui sont le plus près. À un moment donné, il va y avoir la journée où est-ce qu'il va y avoir un soleil. Pas le temps de recommencer. C'est ceux qui vont être prêts quand le soleil va recommencer. C'est la même affaire pour les écoles, même affaire pour une business. Vraiment, c'est tough. Tu peux t'apitoyer sur ton sort, mais les meilleurs qui vont sortir de là, c'est ceux qui vont être prêts. C'est nous autres, à tous les jours, on a une philosophie quotidienne de dépassement de soi dans tout ce qu'ils font. Ben, on est embarqué dans le tas, puis on est avec eux autres, puis on a fighté, puis on fight encore. C'est pas facile pour personne présentement, mais en faisant quelque chose pour eux autres, puis pour nous, parce que aussitôt qu'on fait quelque chose pour eux autres, on est impliqué, ben, la journée est pas mal plus belle, puis on oublie. Quand tu oublies un peu ce qui se passe à l'extérieur en respectant, ben, ça fait une journée de moins. Et puis quand à un moment donné, ils vont te dire « Go, tu peux jouer », comme il nous est arrivé, ben, tu ne vas pas sur la défaite en disant « Oh, on aurait pu plus se préparer ». Ah, les autres, ils se préparent depuis 2 semaines. OK, mais si on se prépare depuis 2 semaines, tu aurais pu te préparer depuis 2 semaines. Tu aurais pu prendre les moyens pour te préparer depuis 2 semaines. Pour moi, il n'y a jamais eu de « On perd, on gagne, on gagne ». Puis il n'y a pas de défaite. Tu perds. Pourquoi tu perds? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner? Et gagner en respectant le kid. Donc, ça, c'est l'affaire la plus importante chez nous. On prend toutes les décisions par rapport aux jeunes.
pour le bien du jeune et non pas pour la victoire d'équipe. Par la suite, ça va s'en aller d'emblée, mais toutes les décisions sont prises par rapport à une équipe, mais pour le bien du jeune. Donc, puis ils savent, c'est la hiérarchie qu'on a, mais par rapport à la vision, oui, c'est dur, mais justement, on se parlait tantôt des personnes les plus importantes pour eux, c'est nous présentement. Puis on est plus psychologue qu'entraîneur. Ouais. Puis on n'a pas de subvention pour ça, puis on n'en veut pas non plus. On le fait parce qu'on est passionné des jeunes. Mais ça me fait toujours rire quand ils disent on rajoute tant de milliers de dollars, tant de millions de dollars pour la réussite scolaire. Je peux te confirmer, je suis dans les écoles depuis 17 ans. Tout l'argent qu'ils ont mis, je n'ai pas vu une scène de ça. Ça marche? Puis c'est correct, là. Mais pourtant, le jeune, présentement, sans rien enlever là, à personne, là, ben, pour réussir, il faut qu'il passe par nous autres présentement. On ne fera pas une grève, on a choisi ce chemin-là. C'est bien correct, vous ne m'entendrez jamais chialer par rapport à mes conditions, peu importe. Mais ça me fait toujours rire de voir tout l'argent de la réussite qui ne va peut-être pas nécessairement aux bonnes places, qui sont réinvestis pour la réouverture puis en plan stratégique ou whatever. Je ne parle pas de mon école, mais je parle avec d'autres intervenants présentement puis ils ne le voient pas plus. Là. On est psychologue présentement, mais un entraîneur, quand tu choisis d'être ça, souvent tu fais pas mal plus d'affaires que coacher. Ouais, surtout ce jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. Les XPDO, c'est le fun. Là. Les XPDO, je les fais pas bien au bureau. J'ai fait pas mal plus dans mon sous-sol. J'allais te demander comment tu as commencé à coacher, mais ouais, je pense qu'on n'est pas rendu là. Comment s'est passée la transition, la fameuse transition joueur à coach, tes débuts dans le coaching? Ben, c'était rapidement. Là. La dernière fois, j'ai mis le pied sur le terrain. J'ai eu la chance d'avoir 3 camps professionnels. Donc, la dernière était une invitation. Puis ça n'a pas bien été. Tu joues à quelle position? Demi de coin à l'université. J'ai joué safety, halfback, demi de coin. Au collégial, je suis à carrière. Donc, j'ai joué carrière, collégial. Ouais. J'ai fait la transition, moi, carrière à demi-défensif. Mais tu sais, par la suite, j'ai toujours été comme ça. C'était un jour à la fois, puis c'était arrivé, j'ai toujours travaillé fort. Donc, j'ai quelqu'un qui est tête baissée, j'ai toujours cru en mes moyens aussi. Du moment que c'était arrêté, justement, le dernier essai n'a pas bien été, j'ai eu un appel de mon alma mater, là, dans le Québec, pour retourner. Puis pour moi, c'était très clair, il m'avait beaucoup donné. Il était élevé comme ça. Quand tu reçois beaucoup, à un moment donné, tu auras toujours la chance de redonner. Je ne pensais pas que ça allait recommencer immédiatement avec eux. Puis ça commençait avec eux, puis j'étais bien content. Puis c'était 5 belles années que j'ai coaché là-bas, mais je trouvais ça important de commencer au bas de l'échelle. Donc, commencer avec le primaire, puis d'aller avec le secondaire, monter mon propre programme, monter mes propres valeurs, bien m'entourer. Ça a bien été parce qu'on a monté un programme de sport incroyable et non pas juste un programme de foot. J'ai pris ça, on était juvénile A en 3 ans, on est monté division 1 au foot. Au basket, je coach au basket aussi. Il y avait un bon programme masculin, juvénile, division 2, on est monté division 1. L'équipe féminine, même chose, il était division 3, on est monté division 1. Fait qu'on a monté un programme de sport. Fait qu'avant toute chose, on s'est fait des connexions. Puis j'étais très bien. Vous allez dire pourquoi tu es parti de là. J'étais un gars loyal, j'étais un gars de défi. Je viens d'avoir 30 ans, j'allais avoir mon 2e garçon, je viens d'avoir une maison, puis Jean-Noël Corriveau, qui est rendu maintenant directeur des sports à l'Université Laval, m'avait approché à ce moment-là pour voir si j'avais un intérêt envers Limoilou. Puis c'est là que ça a commencé. J'étais un gars de Saint-Sauveur qui était à côté de Limoilou. C'était quelque chose que je pouvais bâtir. Ça faisait plusieurs années, ça faisait 5 ans, je voyais de mes gars, des bons étudiants athlètes arriver au cégep. Il n'y avait rien pour eux autres parce que, si vous vous rappelez, eux, ils finissaient l'école, mais avant, on pratiquait qu'ils étaient à l'école à 8 heures, puis les pratiques de foot étaient de 7 heures à 10 heures le soir. Fait que ton coach n'était même pas à temps plein. Eux avaient dans l'idée de mettre un entraîneur à temps plein, puis pas juste un, 2, d'une shot. Ils sont devenus les premiers à faire ça. Fait que, tu sais, quand tu deviens le premier, puis ils te donnent un peu carte blanche pour monter le programme que tu veux faire, à ce moment-là, je ne pouvais plus chialer envers le collégial. Je pouvais juste chialer envers moi que mes gars lâchaient l'école puis qu'il n'y avait pas de structure. Ils nous ont donné la chance de bien structurer les jeunes, puis d'avancer de l'avant. Puis les Limoilou, là-dessus, sont très, très proactifs. Puis il y avait une place que j'aurais coaché collégial, c'est là.
séminaire n'existait plus au niveau collégial. Je suis un gars loyal, puis moi, j'enseigne la fierté et la passion avant toute chose. Mais c'est dur d'enseigner la fierté si tu n'as pas joué pour ces couleurs-là. Il y a une place que je pouvais coacher au collégial, c'était là, parce qu'il partait un programme. Puis il n'y avait jamais eu de programme à part dans les années 70. C'est bien correct qu'il n'y a plus de joueurs de foot ou de coach qui voulait coacher là. Mhm. On a décidé de l'aller de l'avant. C'est là qu'on a toujours mis en place. J'ai jamais eu peur de bien m'entourer. Je m'entoure du monde là, qui sont vraiment comme moi des éducateurs avant toute chose. Je pense que ça a bien fonctionné. Ça fait 17 ans que je coach. Je commence ma 18e année. Puis j'ai pas perdu le feu. Malgré la pandémie, j'ai pas perdu le feu. Fait que jusqu'à temps que j'ai ce feu-là, je vais être la bonne personne à la tête du programme. Avant qu'on parle de Limoilou, on va revenir un peu dans le temps, parce qu'on va prendre le temps de parcourir tout ton parcours, justement. Mais pas au petit séminaire, mais au séminaire de Québec, parce que tu as commencé à coacher, c'était quoi les premiers rôles que tu avais en tant qu'entraîneur? J'ai été mis à la place directement au niveau du programme. Donc, okay. j'ai appris tu as commencé directement directeur. Oui, ça a commencé okay. directement comme responsable des sports. Je suis rentré pour mettre en place l'option football. Puis après 3 mois, ils m'ont donné le poste que j'ai toujours rêvé, c'était responsable des sports. Qui est devenu après ça directeur des sports. Puis c'est là que ça a commencé. Donc, j'ai été mis en charge immédiatement. Fait que j'ai été plongé là-dedans, tête baissée. Puis moi, je le dis encore, pour tout entraîneur de n'importe quoi, je pense que si j'ai un conseil à donner, allez en bas, parce que tu peux tout toucher. J'ai touché défensif, unité spéciale, structuré, un programme, aller voir d'autres sphères au niveau sportif, voir du monde, comprendre le monde, faire des connexions, parce que les connexions, c'est ça, veut pas, c'est le recrutement. Dans la guerre, c'est le recrutement. Je ne dis pas qu'on fait de la politique, mais à se faire connaître nos philosophies. Et c'est ça qu'on a fait. J'ai été lancé là-dedans directement. Et je suis quand même chanceux parce que j'ai quand même coordonné. Je suis capable de coordonner les 3 phases de jeu. Mais je l'ai appris par la veille, non pas juste par connaissance, parce que souvent on pense que quelqu'un connaît le football, mais quand tu as 20 secondes pour caller ton jeu, c'est mieux d'être prêt et connaître pas mal plus la game. Et caller, c'est un art. Faire un appel des jeux, c'est un art, mais c'est de la préparation. Fait que oui, c'est venu en filer en aiguille, mais quand on coachait, je me rappellerai les 5 premières années, justement, on voulait grandir au niveau du football. Et mon frère, il était coordinateur offensif en cadet. Moi, je l'étais en juvénile, puis on se passait les postes. On coachait tout. Benjamin, cadet, juvénile, c'est là qu'on allait à la guerre. La fin de semaine, je ne voyais pas ma blonde, mais on était jeunes. Jeunes et fous, on va dire. Hein? On avait des heures, mais c'était l'apprentissage le mieux qu'on a fait. Puis je le conseille à tout jeune entraîneur. Souvent, un gars qui sort pro, whatever, veut toujours commencer à un autre niveau pour enseigner. Mais commencer en bas, puis moi, je pense que c'est la meilleure des options. Le chemin est plus long, mais ta base est plus solide. Puis quand ta base, elle te suit, je pense que tu peux avoir du succès à long terme. Tu comprends rapidement que pour avancer, il va falloir que tu t'entoures de personnes aussi. Tu n'avanceras pas tout seul. Non. Tu n'apprendras pas tout seul. Non. Et, ça prend du monde loyal avant toute chose. Jean Chabot, ça fait 40 ans qu'il coach, ça fait 17 ans qu'il est avec moi. Mon frère Tommy, mais c'est mon frère, mais c'est mon meilleur chum. Quand on travaille ensemble, ben, on est deux employés. Fait que, on est capable de séparer les chapeaux. Mon frère est avec moi là, depuis les 16 dernières années au niveau du coaching. André Gosselin, qui a plus de 40 ans, il est avec moi aussi là, depuis maintenant. C'était un adversaire. Par respect, on a parti le programme ensemble. Il vient de terminer au niveau là, de la direction d'une école. Il est retraité, revient avec le programme. Fait que, moi, même s'ils quittent un peu, ils vont pouvoir revenir. Puis là, on recommence à reproduire avec un peu de jeunesse. On a rentré 2 gars, là, 2 plus jeunes avec nous autres au niveau du temps plein, parce qu'on est 7 temps plein. Fait qu'on prépare la relève. Fait qu'on a 2 gars de 40 ans, 2 gars de 50, 60, puis on a 2 gars de 25 puis 30. Ça nous challenge. Donc, les petits jeunes ont faim, puis c'est bon. Ça veut dire que nous autres, on est encore capable d'en donner. Puis ceux qui sont plus là, ben, sont là pour nous modérer puis nous dire la bonne direction à prendre. Je pense que on a un bon juste milieu. Puis je pense qu'il faut bien s'entourer, puis il ne faut pas avoir peur de s'entourer des fois. Mais s'entourer avec les personnes qui croient la même chose que toi et non pas ce qu'ils veulent. Souvent, t'entoures de bonnes têtes de football, je pense que je regarde à gauche et à droite, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour toi en tant qu'entraîneur-chef.
Pour nous, en tant que programme, je sais que je suis entouré de la bonne personne, puis s'il me manque quelque chose ou il me manque de motivation, bien, je vais être capable d'aller chercher ce qui manque au niveau du coaching staff, surtout pour mes jeunes, pour que mes jeunes puissent progresser le mieux possible là-dedans. Mm-hmm. Tu le dis toi-même, tu as mis beaucoup de temps dans ce que tu fais. Tu as commencé, comme tu as dit, tu as été jeté dans la fosse au lion en commençant là, au Séminaire de Québec. Quand tu arrives pour faire la transition à Limoilou, à ce moment-là, comparativement à maintenant, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Comment tu as évolué, en fait, de ce moment-là à aujourd'hui? Si j'ai réussi le trajet, avec du recul, le trajet qui était fait, c'est. Je me fie pas à ce que les autres pensent de moi ou pensent du programme de Limoilou. J'étais vite lancé là-dedans. Je dis pas que j'ai un passé plus trouble que les autres ou que c'était plus difficile pour moi. Mon père, ma mère, c'est des parents incroyables. Puis, je veux dire, j'ai deux parents en or qui m'ont aidé là-dedans, mais j'étais un gars qui était de la basse ville de Québec, et Saint-Sauveur. Puis ça brasse encore à Saint-Sauveur présentement. J'ai été lancé dans la fosse au lion rapidement avec une autre culture, avec le privé et ces choses-là. J'ai été confronté rapidement, puis j'ai toujours été un jeune qui a toujours cru en mes moyens. J'ai jamais regardé les perceptions des autres. J'ai été très bien éduqué par rapport à ça. Je pense que ça part de là, l'éducation, mais pas au niveau peut-être des maisons d'éducation, mais mon nid familial. J'ai jamais regardé à côté. Puis au contraire, moi, je pense que les amis dans la vie, c'est tel que tel, mais moi, je pense que le respect envers l'individu ou les personnes qui font le même job que toi ou qui font le même sport que toi, bien, moi, je pense que c'est ça le plus important. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé dans le parcours. Pas eu juste des amis. J'ai avancé tête baissée, mais j'ai réussi à tout faire les chemins que je m'avais réalisés, non pas jamais me mettre une barrière propre à moi-même ou par rapport à une perception haute. Mais Limoilou, c'était ça dès le départ parce qu'on a commencé en Détroit. Puis Garneau venait de gagner leur premier bol d'or en D1. Lévis-Lauzon, il avait été en finale du bol d'or cette année-là. Puis CNDF a fini premier en D2. Puis nous autres, on n'avait pas un joueur qui existait. On commençait le programme en janvier. Fait que, si je m'aurais fié à ça, je m'aurais dit on a 10 ans ou 11 ans, au contraire. On a pris la même philosophie qui était là, puis la même philosophie que j'ai depuis que je suis gamin, d'aller de l'avant avec le monde qu'on a là, pas regarder autour, et de foncer tête baissée, travailler avec les gens qui croient en nous. Puis, regarde, aujourd'hui, je vais avoir 42 ans dans un mois, puis ça sera toujours de même que je vais faire. Tête baissée, respecter mon entourage, mais qu'est-ce qui se passe à côté, ça ne me dérange pas. Moi, l'important, c'est qu'est-ce qui se passe chez nous. Puis si on est toujours par rapport au dépassement de soi, puis je suis capable d'être encore le leader de ça, ben à ce moment-là, je suis à la bonne place. Comme je l'ai dit, la journée, je ne serai plus capable de livrer la marchandise. Non pas victoire-défaite. Et par rapport au cheminement qu'on a fait, ben, ça va être le moment pour moi de passer le flambeau à ce moment-là. Fait que vous avez commencé en Division 3 quand tu es arrivé. Ouais. Ça a été quoi ton. Tu sais, tu dis que tu as avancé puis tu n'as pas nécessairement regardé autour. Ça veut dire que tu avais un plan. Tu sais, Ben ouais. C'était quoi, tu sais, pour des. J'allais dire pour du monde qui va le faire à l'enfant, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui va se retrouver devant ce défi-là. Là. On a déjà. On avait parlé avec Tony qui l'a fait à Grasset. Tu sais, c'est pas. Hey, Tony, on a commencé en même temps. Hein? Tony Ben, c'est ça. Puis nous, on avait un an. On avait un an, puis on n'avait pas d'affaires. Fait que, tu sais, vous savez qu'on avait une plage. J'étais très conscient du défi qui m'attendait. On avait un an. Puis si je me plantais, je venais de laisser tout autour. J'ai tout mis sur la glace. Je me suis dit, j'ai 30 ans. Je sais que je pouvais le faire. Avant d'accepter, je savais que j'avais le plan. Je savais que j'allais avoir les ressources. Je savais que ça pouvait se faire. J'avais un plan de 6 ans. Ça a pris 3 ans de plus. Ça a pris exactement 6 ans. Pour monter en D1 ou pour. Oui, on a fait 1 an en D3, 5 ans en D2, puis on est monté en D1. Je m'avais donné 6 ans, mais en toute franchise, je m'avais donné 3 ans pour le faire. Et quand on a été refusé après la 3e année, ça marche, je ne tire pas de pierre au RSEQ ou peu importe, mais ma meilleure équipe à vie avant cette année, ça marche, était mon édition 2013. Ça veut dire que j'aurais monté en D1, puis j'aurais fait pause. OK? Parce que cette année-là, j'ai tout brisé en D2. Puis, j'aurais fait pause parce qu'on avait bien calculé nos affaires. Cependant, on était jeunes, puis il y avait eu des mauvaises histoires, puis je comprends très bien la décision du RSEQ, mais
pour un gars comme moi qui avait mis le plan là, c'est pour ça qu'on a fait un recul de 3 ans. À un moment donné, ça nous a rattrapés parce qu'on avait fait le calcul. Les gars n'étaient pas venus jouer parce qu'on leur avait promis des 1. On savait qu'on avait la structure dès la journée 1 de quelque chose qui n'existait pas. Donc, le jeune qui venait pour le programme, qui savait, qui croyait en nous, on est allé de l'avant rapidement. Fait que le plan initial, on s'est donné 6 ans. Mais dans la réalité des choses, c'était 4 ans pour se rendre en D1. Fait qu'on était 3 ans plus tard. Puis, Tony, c'est quelqu'un qu'on se respecte énormément parce que Tony, lui, a pris un programme qui est passé de D1, D2 à D3, puis il a réussi à la remonter. Tandis que moi, j'ai parti à un autre programme à côté, puis on a toujours été côte à côte. Ouais, c'est un autre challenge, mais c'est aussi. C'est un challenge, puis quand on se voit, c'est le respect. Mais quand tu regardes Tony, son coaching staff, c'est le même coaching staff qu'en D3 avec les pièces qui sont là. Tout le temps avec les mêmes, puis moi, c'est la même chose. Fait qu'à force des années, même si on est des compétiteurs, puis on l'a encore pour certains joueurs dans la province pour, pour le recrutement, ben, il y a un respect. Puis pour moi, là, peu importe comment les gens sont, victoire ou défaite, beaucoup de respect envers Tony, qu'est-ce qu'il a fait avec Grasset, parce que moi, je sais c'est quoi sa job-là. S'il a réussi à le faire, no matter what, il l'a fait. Fait que tout mon respect. Puis je pense que c'est l'inverse aussi, parce que qu'est-ce qu'on a fait? T'sais, autant lui que moi, puis quand je vois des gars qui réussissent à remonter un programme, ils ont tout mon respect parce qu'ils font, je pense qu'ils le font de la bonne manière. Game recognized game. There we go. C'est quoi les priorités quand tu arrives? C'est comment. Tu arrives dans ce poste-là, toi, tu te dis, je vise la Division 1, mais là, la réalité, c'est que je me mets à ta place. Il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Là. Tu peux tout faire en même temps. C'est quoi la base? C'est quoi les priorités quand tu arrives qu'il faut absolument que tu mettes en place? Ton idée, il faut qu'elle soit acquiescée par la direction. Fait que si la direction dit oui, assure-toi avant de commencer que tout est en place avant que le bateau parte. Souvent, on dit go, 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 j'ai des bonnes idées, on travaille, puis comme tu as dit, 24 heures dans une journée, mais il faut que tu t'assures assurément que la direction, le monde qui t'engage, soit all-in avec toi. Là, on ne parle pas monétairement, mais du plan, puis que tu aies un plan précis, puis à ce moment-là, que le monde embarque dans le plan précis. Puis moi, je pense que c'est là, des fois, qu'on fait des erreurs ou peu importe. Puis là, à ce moment-là, quand le plan précis est bien déterminé, puis qui est acquiescé entériné par la direction ou ton employeur, ça veut dire que là, tu peux travailler. Mais souvent, le monde pense que c'est à cause de l'argent. Je te montrais à quel budget qu'on réussit à rouler le programme à Limoilou. Et tu dirais, ah ouais, vous avez un sport S6, vous êtes capable de faire ça avec ce prix, ce coût-là. Oui, parce que c'est pas. On n'a pas plus d'argent qu'un autre collège. C'est de mettre en place tes idées, mais souvent, il y a des idées dans le collège qui font en sorte que tu peux s'avancer. Si tu n'as pas accès avec le cheminement scolaire, tu n'as pas d'aide pédagogique, tu ne peux pas tout faire, c'est impossible. Tu as besoin d'aide pour réussir à ça. Il faut que tu connaisses comment ça se passe dans les écoles. Puis là, maintenant, je connais le milieu privé, je connais le milieu public. Je peux te dire que c'est pas mal plus simple au privé qu'au public. Mais ça se fait très bien, puis c'est à force de travailler. Mais c'est ça, l'idée derrière tout ça, comme pour répondre à ta question, là, c'est faut que tu aies ton plan, non pas d'y aller tête baissée. Oui, tu es tête baissée, mais tu es tête baissée avec ton plan et avec ton monde. Faut que tu aies quelqu'un, 2, 3 personnes que tu sais qui ne te lâcheront jamais là-dedans. Peu importe quoi qui va arriver. Des bombes, des mauvais temps, il faut que tu ailles de l'avant avec eux autres. Puis c'est dur de trouver ça. Puis moi, j'ai été chanceux. Je savais que je voulais le faire avec mon frère, ça c'était sûr. Mais la troisième personne, qui est Jean Chabot, j'en remercierai jamais assez. Je veux dire, l'expérience qu'il m'a amené, c'est lui qui est parti le Rouge et Or de l'Université Laval avec Mike Labadie. C'est de l'expérience que tu ne peux pas acquérir quand tu es jeune. Il ne faut pas que tu aies peur de demander. Parce qu'eux autres, ils ont la sagesse. Et d'avoir quelqu'un autour de toi, d'avoir de différents âges, ça te challenge. Fait que moi, je te dis qu'au-delà de la direction, assure-toi de ne pas faire ça tout seul parce que tu l'as dit. Tu as 24 heures dans une journée, puis à un moment donné, la vie continue. Puis là, ta blonde va avoir des enfants, tu as la maison, tu as la job, puis là, à un moment donné, 24 heures, là, c'est plus assez. Donc, c'est un peu un ensemble de tout. Mais je pense qu'il faut que tu sois réaliste par rapport à ça pour pouvoir être capable de le faire. C'est pas un one-man show. Non, c'est pas un one-man show. Puis à Limoilou, c'est pas un one-man show. Non, c'est vrai. Souvent, on pense que c'est un one-man show, mais c'est pas. À l'intérieur, c'est une équipe. C'est un programme. C'est une philosophie. Puis c'est ça, Limoilou. Oui, c'est moi qui est en avant-plan là, de ça. Parce que je suis l'entraîneur-chef. C'est moi qui donne l'information par rapport à ça, mais c'est pas un one-man show.
souvent, on pense que Limoilou, c'est Dave, puis c'est. Elle mène que pourra, mais c'est vraiment pas ça. Il y a une équipe en arrière de tout ça. Tu sais, là, tu es rendu en Division 1, tu as atteint ton plan, tu l'as dit un petit peu plus tard que prévu, mais ça reste que le plan est atteint. Ouais. Comment ça. Est-ce que tu as changé, est-ce que vous avez changé votre coaching ou peut-être ta philosophie? Tu sais, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé à coacher dans ce programme-là depuis de nombreuses années? Tu sais, qu'est-ce que tu as appris avec le temps? En Division 1, que j'ai appris avec le temps, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que notre philosophie a adhéré à ça parce qu'elle était complètement différente peut-être de d'autres programmes. C'est le côté athlétique. Malheureusement, pour la première fois de ma vie, quand je suis arrivé en D1, il faut un certain standard athlétique à certaines positions. Non à d'autres, oui à certaines positions. D'après toi, à quelle position? Demi-défensif, tu n'as pas le choix. C'est là que les spécimens, je veux dire, tout le monde dans cette ligue-là trouve le 1 contre 1 puis va donner la balle à son meilleur athlète. Tu as bien beau avoir un gars de 5 pieds 6 qui est ultra athlétique versus, c'est pas bon, Malik qui est parti à Penn State à 6 et 2 puis qui est aussi athlétique que mon 5 et 6. La balle va être lancée. Tu as bien beau mettre 2 gars de 5 et 6 autour de lui pour pogner la balle au-dessus. Mais si tu as un gars de 6 et 2 qui est capable de le batcher, ben là, la balle, faut le catch est pas mal plus tough à faire. Fait que moi, demi-défensif, c'était le prime abord, c'était ça, puis par la suite, c'était receveur de passe. Et on a toujours un bon système, mais les demi-défensifs sont ultra athlétiques. Donc, il veut dire qu'il faut que tu battes le 1 contre 1 parce qu'ils vont te challenger. Les coachs au bord vont te challenger jusqu'à ce que tu gagnes leur respect. Donc, l'autre affaire, c'est d'aller chercher énormément de vitesse au niveau de l'explosion, au niveau receveur de la passe. Donc, ça, receveur de la passe, on était capable d'aller en chercher, mais on a sacrifié peut-être un peu de body versus de la vitesse pour être capable de rouler notre programme. Fait que demi-défensif, c'était le gros ajustement qu'on a fait en tant que programme, là, 3 ans, puis ça fonctionne. Puis au niveau receveur de la passe, on a fait la transition dès nos premiers mouvements, là, on a réussi à le faire. Fait que demi-défensif, ça t'a surpris? Ça vous a surpris quand vous êtes arrivé après la. Ben non, mais comme n'importe où, c'est quand on est rentré en D1, il y a des équipes qui ne nous respectaient pas. Montre-nous que gagne notre respect. On ne battait pas le 1 contre 1 quand on avait nos receveurs de passe. Nos gars étaient open, notre team était open, mais leurs joueurs faisaient les jeux. À l'inverse, on savait quoi faire pour contrer leurs meilleurs joueurs, mais ils faisaient l'attraper pareil. Quand on a changé un peu la philosophie avec un standard athlétique, ben là, à ce moment-là, on est revenu dans les bonnes grâces, puis on n'a rien changé au niveau de la philosophie ou comment on a recruté l'équipe. C'est uniquement ces 2 positions-là, demi-défensif, demi de coin, qu'on cherche un standard spécifique. Si tu devais nous présenter ton coaching staff, position par position, par qui tu commencerais? Puis, peux-tu nous faire une brève description de chacun de tes coachs? Je commencerais, moi, je suis coordonnateur défensif à Limoilou. Je commencerai avec mon coordonnateur offensif. Donc, mon coordonnateur offensif, c'est Tommy Parent, donc c'est mon frère. Je suis aussi préparateur physique à Limoilou. Donc, Tommy, on grandit là-dedans depuis les tout débuts. Donc, on s'est toujours ajusté. Donc, jusqu'à temps que je vais être à la tête, j'espère que je ne changerai pas de coordonnateur offensif parce que je crois que nous, à Limoilou, on croit qu'il faut être bon dans les 3 phases. Donc, on fait toujours un plan de match pour les 3 phases, pour savoir comment on se donne la meilleure chance de remporter une victoire avec les 3 phases. Il faut qu'on soit complices. Si on entend que les coordonnateurs, ils tirent quand ça sent le brûler la journée d'une game, ils tirent la couverte de sa barre, mais ils oublient que c'est un ensemble. Fait que, pour nous, ça, c'est l'affaire qui a toujours été la plus importante. Et la plus grande qualité à Tommy, il est très méticuleux là, au niveau là, offensivement, qu'est-ce qu'il attend de ses joueurs, puis il s'ajuste très bien. Puis il a toujours eu une bonne relation avec ses joueurs. Et on est aussi bon que nos joueurs. Donc, même s'il est très bon avec les X et les O, je pense qu'il faut écouter nos joueurs puis on met les joueurs dans la bonne chaise. Donc, il a toujours été capable. Puis nos meilleurs éléments, pour moi, un bon compteur offensif, c'est qu'il est capable d'utiliser ses bons éléments. Partie après partie, il est capable de. Nos meilleurs éléments ont toujours été bons, ont toujours été meilleurs. Puis dans des parties, quand on parlait tantôt versus Grasset, versus d'autres bonnes équipes dans notre ligue, il faut que nos meilleurs joueurs soient les meilleurs.
Donc, quand tu regardes à la fin de la partie, pas au niveau de la stat, mais que le joueur a été le meilleur, pour nous autres, c'est la même affaire. Mon frère étant le premier que je vais nommer. Par la suite, j'irai avec Jean Chabot, c'est mon complice de toujours. Donc, avec mes tâches de coach en chef, il fait beaucoup de choses au niveau défensif. Il s'occupe du front défensif chez nous là, depuis 17 ans. C'est lui qui est coaché à toutes les positions au niveau défensif. Fait que, il fait un job incroyable, surtout des choses qu'on ne voit pas sur le terrain. La préparation de game, ces choses-là. Fait que ça fait 17 ans qu'il est là. Et justement, étant donné que je suis impliqué drôlement dans la partie, bien, de mettre quelqu'un d'entraîneur-chef de carrière avec André Gosselin, bien, ça me donne qu'en game, je peux me concentrer défensivement. Quand c'est le temps de parler à l'attaque, bien, il sait quoi faire, puis je n'ai pas besoin de faire un dessin que c'est le temps d'aller leur parler. Fait que, quand je regarde ces 4 éléments-là, c'est très important. Puis le reste de mes entraîneurs sont aussi importants. Mais comment on fonctionne à Limoilou, c'est que c'est des gars qui ont coaché par nous autres, puis on a un mélange. Donc, il faut que tu aies été à Limoilou pour coacher à Limoilou, parce que je peux arriver le vendredi et dire, ben, hey, ce kid-là ne porte pas la balle aujourd'hui. Puis ils ne diront pas comment ça. Ils vont savoir que, supposons à l'école, où il y a un manquement qui est fait au niveau de l'équipe, puis il n'y a pas de problème. Donc, il faut que tu comprennes, les décisions qu'on prenne à Limoilou, c'est pour le jeune. Puis tous nos entraîneurs qui suivent sont dans la même veine. Fait que j'ai des vieux de la vieille en D-line, Rudy Jean. Donc, Rock qui s'occupe de la D-line avec Chris Imbeau. J'ai Antoine Pomerleau qui était un de nos joueurs étoiles l'année passée, qui s'occupe de nos joueurs à l'intérieur. Sa ligne offensive, ça, c'est notre plus gros atout là, depuis 3 ans. Puis lui aussi, est à temps partiel là, au sport-études, Jacques Cloutier. Au niveau de la ligne offensive, ça nous a donné vraiment un edge. C'est une sommité au niveau de la ligne offensive au Québec. Donc, Jacques, vous êtes des gars de ligne, fait que vous savez qu'ils ne sont pas des. Il est allé à Laval pendant un bout, mais avant toute chose, c'est un gars loyal, c'est un gars de cœur, puis c'est tout un entraîneur technique. Lui, c'est vraiment solide. J'aime pas dire qu'on est des meilleurs coachs que d'autres, mais lui, c'est quelqu'un qu'on a rajouté à notre coaching staff, parce qu'au niveau de la ligne offensive, c'est le nerf de la guerre en attaque. Puis on avait besoin d'être un technicien parce qu'on n'a pas toujours les plus gros gars. Pour faire avec ce qu'on a, on aimerait ça d'en avoir des gros, comme le nombre de skills. Ça nous prend à ce moment-là les meilleurs techniciens. Puis lui, je pense que c'est un fit parfait pour nous, puis embarquer avec nous autres. Fait que receveur de passe sur le Mathieu Robitaille qui joue pour Laval. Matt est un pionnier chez nous. Fait qu'avec le sport-études, il peut entraîner avec nous autres. À l'automne, c'est Tommy qui reprend les receveurs de passe. Pascal Trudeau, un bon vieux gars de Montréal. Donc, Pascal est un gars qui est resté à Montréal, qui joue pour le vieux. Pascal là, est un excellent coach de carrière. Moi, quelqu'un que j'appelle ça excellent, quand on est capable de développer, on lui donne un gars athlétique. Le gars athlétique va performer. On lui donne un pocket guy. Le gars pocket guy va faire la job. Pascal est un autre bon technicien. Mais avant toute chose, les coachs, c'est des éducateurs, puis des gars qui ont des bacs, puis qui enseignent. J'ai rien contre ceux qui coachent, puis qui n'ont pas ça, mais c'est que le jeune ne peut pas arriver dans un de mes entraîneurs et dire hey, t'es pas allé à l'école ou t'es pas ici. C'est une maison d'éducation. Puis pour nous autres, mes entraîneurs, il faut qu'ils aient passé par la Limoloué. Ben, ça passe par les entraîneurs. Réponds-tu à ta question, Olivier, ou bien? Absolument. Oui. Good, excellent. Tu parlais aussi beaucoup de philosophie. L'équipe de football des Titans de Limoilou, comment tu décrirais cette équipe-là? C'est en 13 ans, ceux qui jouent contre nous ou les prochains qui vont parler avec vous, ben, vous pouvez leur demander. C'est une équipe qui est fière. C'est une équipe qui est intense. Donc, du premier minute à la 60e minute, c'est une équipe qui est préparée. Fait que, si tu veux jouer à la légère contre Limoilou, ben, ça va être un 3 heures qui va faire mal. Fait que c'est pas qu'on est old school, c'est pas que, mais c'est, comme tu parlais de philosophie, c'est le dépassement de soi au niveau de la personne étudiant, athlète, puis on le fait à tous les jours. Fait que quand c'est dur comme la pandémie, ben, on fait ça encore plus dur dans le programme. Fait que, du moment qu'on va jouer, ben, il va y avoir encore, comme on parlait tantôt, il va encore avoir une journée qui va avoir un soleil, qui va avoir un ballon ovale, qui va avoir nos amis zébrés sur le terrain avec des mouchoirs oranges. Ben là, on va jouer pendant 60 minutes. Puis ça n'a jamais eu autant son sens présentement que pendant la pandémie, mais
pendant 13 ans, puis les équipes que j'ai coachées avant, ben, ça a toujours été basé là-dessus. La fierté, l'intensité, puis la préparation. Ben écoute, on va passer à la dernière portion de notre entretien, le dernier quart. Donc, on va voir une petite période de 15 minutes. On va te poser des questions qui n'ont pas vraiment nécessairement rapport avec le football. Il n'y a pas vraiment de mauvaises réponses auxquelles tu peux donner. Habituellement, on a un bocal dans lequel on pige nos questions. Mais là, vu qu'on est à distance, Pierre a le bocal et il va piger les questions. Ah, c'est bien. Donc, Pierre, lorsque tu es prêt, on va y aller avec la première question. Ben en fait, on pige les questions ou on peut faire. En fait, on va demander à Dave de nommer un chiffre de 1 à 24. C'est bon, ça. Parfait. Je vais aller. Hey, là. Fait que tu dis de 1 à 24, puis ça va correspondre à une question. Puis on va te dire c'est quoi la question. Je vais aller avec le 23 parce que Michael Jordan, c'est le summum de l'athlète. Donc, je vais commencer avec le 23. Cool. Ben, c'est une très bonne question. C'est toutes des bonnes questions, mais bonne question pour commencer. En quoi crois-tu? Dépassement de soi. Je pense que l'être humain n'a pas de limite. C'est qu'est-ce que je crois. Autant moi, personnellement, que les jeunes que je convois, que les personnes qui m'entourent, je pense que le dépassement de soi, quelqu'un qui se met des limites, je pense qu'on est sans limite. C'est de trouver les moyens, les bons moyens, puis de le faire ensemble. C'est qu'est-ce que je crois, c'est ça. On est sans limite, puis donner les coffres à outils pour devenir sans limite. Puis je crois beaucoup à l'équité. Je crois que donner la chance à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a eu le même background, mais donner les mêmes outils à tout le monde, il y a des belles choses qui vont arriver. Mais donne la chance aux gens, mais donne-toi ta propre chance d'avoir une chance. C'est plus ça. Bien dit. On va aller avec un autre chiffre, de 1 à 24, sauf le 23. On va y aller avec le 12. Je suis un fan des Patriots. On va y aller avec Tom, parce que Tom, je pense que c'est au niveau athlète, élite, quoi faire pour réussir. Je pense que même s'il commence à baisser par en bas, puis c'est normal à 43 ans, 12 va être mon deuxième chiffre. 12, le deuxième chiffre, on va te demander c'est quoi ta partie la plus mémorable, la partie que tu as coachée la plus mémorable. Ah, c'est la dernière. C'est contre Lennoxville. C'est la dernière. C'est pas le résultat. C'est jamais ma philosophie était mise à point, puis le travail qui était fait, puis de voir pendant quelque chose que personne n'avait prévu. C'est expect the unexpected, c'était ça. Là. C'est à tous les jours de se refaire, à tous les jours d'emmener 64 jeunes à continuer à aller à l'école, d'avoir le même rendement à l'école, de diplômer à l'école, de les emmener à l'été, de dire qu'il n'y aura pas de vacances, de se faire relever à 6 heures le matin, d'aller sur le terrain pour qu'il y ait un daylight. Il l'a eu. L'école était derrière nous autres. Soulagement, je n'ai jamais été aussi content de voir les arbitres arriver sur le terrain, de faire le sifflet, de partir la game. Puis j'ai jamais été aussi déçu de voir marquer 0-0 à la fin d'un cadran parce qu'on le savait que c'était peut-être la seule qu'on pouvait jouer malheureusement. Mais la dernière est un exemple total de la. C'est pour ça que je coach. C'est pas pour un bol d'or, c'est parce que souvent le monde me pose la question hey, tu avais une super équipe cette année sur papier, puis es-tu déçu? Non. Tu as des kids extraordinaires dans une situation extraordinaire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est rendu le 22 novembre. Puis j'ai pas mal présentement. Là. Mes kids s'en vont à l'université, j'ai 14 gars. Moi, je pense que c'est la dernière game qui fait en sorte que pourquoi je coach fait tout son sens présentement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, ta dernière game, votre dernière game, c'est cet automne, dans le sens, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de vivre un match cet automne. Il y en a qui en ont vécu plus qu'un, il y en a qui n'en ont pas vécu. Est-ce que tu as l'impression que ce match-là, que vous ayez eu la chance de jouer ce match-là, ça vous a donné peut-être un petit boost pour dire, continuer à travailler fort? Ça a donné comme un petit cadeau, tu sais? Pas vraiment, parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai 22 finissants. L'affaire qu'on est fiers, on a 14 gars qui graduent en 5 sessions. Habituellement, on a à peu près entre 3 et 6. Donc, c'est énorme. On a 9 gars qui vont continuer universitaire.
Donc, mes 42 gars qui restent présentement, mes 42 gars continuent avec qu'est-ce qu'on peut faire. Se régénère, on a déjà commencé la saison 2021. Les gars sont là avec le recrutement, on se donne des challenges. C'est juste que l'échelle est changée. Mais oui, justement, ça a donné le boost qu'il fallait. Puis je pense que ça a donné le boost. Ces gars-là, on a stické pendant 3 ans sur le mot processus parce que on avait tiré la plug pour la seule fois qu'on en a parlé tantôt. Puis là, ils savent que ça fonctionne. Nous, on avait le plan. Puis que tout le monde a le même plan, puis tout le monde adhère, ben, les résultats sont là. Ouais. Prochaine question. Un autre chiffre de 1 à 24. Ah, ben là, j'ai pas le choix. Bon vieux gars de Saint-Sauveur. Allen Iverson, le numéro 3, je ne suis pas un grand gars, mais Allen Iverson est un idole de jeunesse. Encore une fois, ça en est un qui a la tête baissée et qui est allé de l'avant. Pas choisir avec le numéro 3 cette fois-là, les boys. Numéro 3. Quel serait le meilleur livre de sport que tu as lu? Et ça, c'est une bonne question. Hein. C'est que des bonnes questions. Ouais, mais ça, c'est une bonne. Mais je te dirais, là, le livre de Georges Saint-Pierre, il passe beaucoup de... Il parle en général, puis je pense que c'est ça un athlète, puis il donne son point de vue un peu sur chacune des sphères, puis c'est toujours relié au dépassement. Puis je te dirais que je ne suis pas un fan de qu'est-ce qu'il a fait. Je suis vraiment nice. Puis c'est un cadeau que ma mère m'a fait. Donc, cette année que je m'achète des revues Nowhere. Fait que, elle a fait un petit cadeau surprise à un Noël là, pour compléter. Puis je te dirais qu'il m'a marqué celui-là. Il y a toujours, dans un livre, moi je trouve que l'affaire qui est le fun, c'est écoute un documentaire ou un livre, il y a toujours quelque chose que tu peux appliquer. Et lui, il y a beaucoup de choses que tu peux appliquer. Et que tu peux relater les jeunes à lui parce que c'est quand même une figure quand même d'excellence. Ouais, c'est ça. Fait que, présentement, c'est peut-être ce livre-là qui me réfère plus à aider les jeunes quand que je vois dans plusieurs sphères. Il faut peut-être mêler. Je te dirais lui qui m'a plus marqué. Là. Bonne suggestion de lecture. Oui, vraiment. On va avec une prochaine question, un prochain chiffre. Ah, Brett Favre. Là, il va le numéro 4, les gars. Ça, c'est le summum du corps arrière. Fait que de la détermination et de l'intensité, c'est... On y va avec le 4. The Gunslinger. Oh, all that, man. Il va lancer 8 pics, mais la prochaine, elle va être la bonne. Qui était ton idole quand tu étais plus jeune? Qui t'inspire dans la vie? Ah, Michael. Même si... L'affaire que j'aime de Michael Jordan, c'est... J'ai été impressionné parce que je pensais que je savais tout sur lui. Quand il y a Last Dance, tout le monde a vu Last Dance de toute façon. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que prenez le dimanche après-midi et écoutez-le. Là. Dormez au gaz. On a appris des choses sur lui. Puis humainement, tu vois que le végétariat, c'est peut-être pas qu'est-ce qui ça vient à toi, puis c'est dur à gérer. Là, mais au-delà de ça, réussir à l'excellence qu'il a toujours réussi, de se minder de la manière qu'il a faite, c'est la chose que présentement que je doute, c'est ses capacités de gestionnaire d'équipe. Au niveau des Hornets, parce que je me dis qu'un gars qui a toujours été de même, mais sauf quand tu vois, c'est même s'il aimait ses teammates, il était tout seul dans sa bulle. Tu vois, pour gérer, trouver quelqu'un comme lui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est sûr qu'il se pogne avec tout le monde. Il doit être dur à travailler parce que les gars jouaient avec, puis ils ne savaient même pas de quoi qu'il était capable de faire. Monde il vit, ouais, c'est ça. Il vit d'après moi encore dans ce monde-là. Puis là, tu vois qu'il est beaucoup plus relax. On y allait de même. Ouais, c'est ça. Exact. Plus relax, mais quand on parle d'athlète, de nos limites, je pense que lui en est la preuve vivante. Puis je suis sûr qu'il y aurait quelqu'un qui le challengerait à l'âge qu'il a, 56 ans. Je suis pas mal certain qu'il s'entraînerait juste pour y mettre. Il n'y a plus personne au monde qui va dire hey, je te challenge. À part l'avoir ball, là, mais lui, il est cave. C'est pas pareil. Non, c'est ça, exact. On est d'accord. Je ne le connais pas, l'avoir ball, là, mais on va se le dire. C'est ça. Mais Michael, c'est comme athlète. Là. Je pense que c'est. On n'en verra pas bien. J'ai rien contre LeBron, j'ai rien contre Tiger Woods, mais c'est des gars, lui puis Mohamed Ali, mais Ali, je pense que c'est pour un autre. Au niveau société, Ali, c'est lui qui était le plus proche de la société. Il a fait changer les affaires, puis c'est ça. Ça menait un autre, mais dur à suivre. Je veux dire,
n'y a pas de madame qui tient avec, là. C'est parce qu'il est fou. Je veux dire, c'est les gars que c'est dur de relier parce qu'ils sont uniques. Mais Michael, Michael Jordan, c'est le mien. Non. Les légendes vivantes. Ouais, vraiment, vraiment. Autre question. Autre chiffre. Ben là, on y va avec les chiffres, là, parce que là, vous me demandez des. Ben, vous ne m'avez pas demandé, mais là, je me suis lancé dans Ouais, des. tu t'es lancé dans les significations, puis c'était. On adore Mais ça. la barre haute pour les prochains, parce que c'est une très bonne idée pour le. Voilà. Hey, je vais y aller avec le numéro 19. Étant de Québec, le joueur qui est les défunts nordiques, Joe Sakic, restera toujours. Joe Sakic. Joe Sakic restera toujours au hockey. C'est le summum. Puis, gars, lui, pourtant, ça marche bien à Colorado en tant que gérance d'équipe. Donc, ouais, ça prend du philo mettre Patrick Roy dehors, puis lui, il l'a fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. Puis ça marche depuis ce temps-là. Fait que bravo à lui. Fait que Joe Sakic, 19, les boys. 19. Quel genre d'élève étais-tu? Puis quelle était ta matière préférée? Bon, je pense que comme élève, j'étais comme que je suis. J'étais un gars authentique qui fait que quand tu faisais pas mon affaire, ben je me cachais pas pour le faire, pour le dire. Autant à l'école que la matière ou peu importe. Cependant, j'étais très reconnaissant de l'opportunité que j'avais au mode d'éducation qui me permettait de pouvoir continuer au niveau du sport. Fait que je pense que le sport m'a tenu par rapport à ça. Fait que j'étais capable. Mes entraîneurs ou l'école, qui ont été la même école, la même direction d'école pendant 8 ans au secondaire et au collégial, j'ai su garder là-dedans parce que je savais ce qu'il me fallait. Et à l'école, la matière, vous voulez savoir la matière qui est. Ouais, la matière, ta matière préférée. Moi, je suis prof de français. J'ai étudié pour être prof de français puis, au secondaire, puis en histoire. J'adore l'histoire, mais l'affaire qui m'a toujours. J'avais pas la rigueur, mais à un moment donné, les maths à l'université, j'ai laissé de compter. Je les ai faites au niveau du collégial. Puis je me suis perdu un peu dans l'abstrait. J'aime le concret des maths. J'aime le 1 plus 1 égale 2. C'est le même que je gère mes affaires. J'ai toujours aimé ça, mais quand on est arrivé au niveau où est-ce qu'on se perd un peu au collégial là, avec l'algèbre linéaire, ces choses-là dans l'espace, c'est là que j'ai développé les maths. Mais c'est vrai parce que pour moi, c'est des courbes puis imaginaires. Là, on est rentré à une autre étape. Mais le concret des maths, moi, je te dirais mathématiques parce que les maths, c'est qu'est-ce qui m'a toujours passionné. On y va avec une autre petite question. De 1 à 24. Je vais y aller, par exemple, avec le numéro 2. Là. Charles Woodson. J'ai joué à plusieurs positions à tertiaire. Je ne dis pas que j'étais Charles Woodson, loin de là. Mais c'était un athlète hors pair avec un mindset incroyable. Moi, je vous allez dire que je suis vieux, mais moi, du moment qu'il a gagné l'Iceman, je jouais contre Ohio State, puis David Boston n'a plus jamais été le même parce que dès le début de la game, il a dit que c'est moi qui mène le show. Exact. Il aurait dû être sorti de la game, mais il était prêt à le faire juste pour démontrer qu'il était au-dessus de la mêlée. Charles Woodson a joué pendant quasiment une vingtaine d'années. Il a toujours performé. Ça montre qu'il n'était pas juste un bon joueur, mais student of the game. Charles Woodson. 2. Toujours le seul joueur défensif à avoir gagné le Heisman. Yeah, ben, en tout cas, ouais. Puis l'autre, on pourrait le chercher longtemps, mais gagner le Heisman comme qu'il l'a fait, c'est. Exact. Je pense que Champ Bailey, par exemple, je pense que c'est une petite pause parce que Champ Bailey, ça n'a rien enlevé à Charles Woodson. L'année qu'il avait été en nomination, qu'il a fini runner-up, Champ Bailey, il a fait 765 snaps en attaque aussi, cette année-là. C'est ça. C'est ça. C'est loin du 62 de Charles Woodson. Exact. Yes, allez-y, boys. On y va. Quel a été ton jeu de foot préféré qui est arrivé dans une game? Pas nécessairement un jeu comme Inside Zone, mais un moment dans une game, le jeu préféré qui t'est arrivé. Moi, j'aime bien. On a différentes. Avec mon frère, il n'aime pas les tricky plays. Hein. Mais moi, j'aime bien mettre le tricky plays parce que je trouve que ça met un peu de. Pas un peu de piquant, mais c'est le fun de le pratiquer en semaine. Puis c'est quand même de l'exécuter, tout est par rapport à l'exécution. L'exécution du trick and place.
Moi, je te dirais, c'est quand on a fait un reverse en 2009 lors de notre premier bol d'or. Il ne fallait pas l'échapper en Détroit parce que sinon, ça aurait été pas mal plus difficile, notre ascension. Et on perdait à ce moment-là, c'était 21-7, on s'en allait nulle part. On a collé là, un reverse sur le punt. Puis c'est là que ça nous a remis ses rails, puis on n'a plus jamais regardé par en arrière. Fait que c'est special team, on a fait un double reverse que j'ai toujours gardé dans mon playbook. Que je te dirais qu'on est 100%. 100% dans ce jeu-là, à vie. Donc, on l'amène au bon point. Mais je te dirais que mon jeu mémorable en tant que coach de foot a été celui-là parce que ça a tout changé. Je pense, à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais regardé en arrière à Limoilou. C'est fou, hein? Un jeu sur... Ouais. Ouais. Oui, parce qu'il restait 4 minutes à demi, je vais me rappeler, là, on s'en allait nulle part. Puis là, on score sa séquence d'après, on les arrête, on score immédiatement, c'est 21-21 à demi. On est rentré en dedans, c'est comme si on gagnait 42-0. Mais ça, tu sais, en tant que coach, tu n'as pas besoin de dire un bon vieux speech, mais un jeu peut, je l'ai dit, un jeu peut tout changer. Fou. Ouais, vraiment, vraiment. Autre question. Autre chiffre. Autre question, autre chiffre. Et elle est avec le numéro 10. 10 pour Cordell Stewart. Peut-être que vous êtes trop jeune. Moi, ça me dit rien. Cordell Stewart était un joueur athlétique qui a joué pour les Steelers de Pittsburgh. Il est rentré dans la ligue, ils l'ont fait jouer comme un peu Taysom Hill, qui jouait comme porteur, recevoir la passe. Puis après ça, il est devenu carrière, puis il a eu du succès comme carrière. Il n'a pas gagné le championship avec les Steelers. Mais c'est un bon athlète. Puis quand je suis rentré collégial, mon coach, à ce moment-là, m'a dit « Tu vas avoir le numéro 10 », parce que ma première année collégiale, j'ai touché toutes les positions. Donc, je te dirais Cordell Stewart. J'ai fait une recherche dessus. Il était le Taysom Hill avant, avec les Steelers. Ouais, vraiment. Ça va être en plus, ça va être la dernière question. Le principe du dernier quart, c'est 15 minutes. Donc, pour dernière question, puis c'est une bonne question pour finir. Un peu dans le même principe que ton jeu mémorable, quel serait ton championnat le plus mémorable? Ça, c'est bon. By the way, si t'hésites, ça veut dire que tu en as vécu plusieurs championnats. Fait que ça, c'est déjà... Ouais, mais je te dirais... Comment je pourrais... Le championnat, c'est nice. Puis, tu sais, au collégial, on a gagné en 2009, on a gagné en 2013. Je pense qu'on est en voie, là, on est toujours contender là, depuis 2 ans en D1. Je pense qu'on frappe à la porte. L'affaire qui est drôle, c'est que j'aime mes bagues, OK? Mais je pense que de l'avoir fait de manière les deux sans défaite, OK? C'est un championnat sans défaite dans l'année, t'as pas de faute. Fait que pour moi, 2009 avait une saveur, 2013 avait une autre saveur. Je pense qu'il y a eu plus de défaites qui nous a fait mal que de victoires parce que du moment que c'est fait, on est déjà passé, pas à l'autre, mais on continue d'avancer. C'est une étape dans le processus des kits que tu veux faire vivre. Mais notre sport est tellement dur à aller gagner. C'est dur de les classer 1, 2, 3 ou à l'inverse. On a gagné aussi au secondaire. Il y avait une belle saveur qui était différente. Mais pour moi, l'avoir fait 2 fois sans défaite, puis au secondaire, on l'a fait aussi 2 fois sans défaite, c'est que nos 4 championnats qu'on a d'équipe d'entraîneurs ensemble, c'était fait sans faille. Fait que pour moi, une défaite n'est pas nécessairement une faille, mais c'est tough. C'est vraiment tough. Et en tant que coach au foot, des fois, tu souhaites d'en perdre une parce que tu vois que ton équipe là, est sur un nuage qui ne devrait pas être. Fait que, mais des fois, c'est peut-être d'en gagner un qui ne sera pas de même, mais moi, je trouve que quand tu travailles toujours de la même manière, je pense qu'il y a un lien à faire avec nos championnats, que les 4 ont été sans faute. Fait que ça en dit gros, je pense, sur de la manière comment qu'on prépare nos choses. Quand on dit qu'on prépare, ben, je pense qu'il n'y a rien qui tombe là, par hasard pour nous autres. On peut peut-être dire que ton championnat préféré, c'est le prochain, par exemple. Ah, ben oui, ben ça, c'est sûr. Parce que là, on était habitué d'en gagner un de temps en temps. Là, ça fait 7 ans. Fait que là, mais je le vois peut-être pas de même, mais est-ce qu'il va y avoir une saveur différente? Oui. Puis, je vous dis,
J'espère. J'ai hâte de voir s'ils vont être en sang fort et encore au niveau victoire-défaite. Mais je pense que ça en dit gros sur les 4 championnats qu'on a eus. Puis je me plaindrai pas. Il y en a qui travaillent toute leur vie et ils n'ont jamais gagné un. Fait que, on l'a fait dans toutes les sphères, nous autres, pour l'instant. Fait que c'est tant mieux. Pour terminer, je vais demander de finir ma phrase suivante. Je m'appelle Dave Parent et je suis. Je suis qui je suis. Excellent. Dave Parent, entraîneur-chef des Titans du CF de Limoilou. Merci d'avoir pris le temps pour cet épisode Zone Rouge du Premier de Football Podcast. Merci Dave. C'est super apprécié. On te souhaite un bon temps des fêtes aussi, puis bon succès dans ton recrutement particulier cette année. Ouais, merci. Puis les gars, continuez votre bon travail. C'est rare que je parle ouvertement de ça, puis je le fais parce que je sais que vous avez une bonne idée en tête. Puis si vous avez besoin de moi encore une fois, ça fait du bien jaser, pour de vrai. Oui, jaser les vraies affaires, puis vous touchez vraiment des bons points. Fait que très apprécié. Puis c'était une belle découverte ce matin. J'étais curieux, puis quand je suis curieux, ben je vais voir. Fait que merci beaucoup, les gars. C'était A1. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça marche? Yep. Un gros merci à vous autres.